Eh bien, bonjour à chacune et à chacun pour cette première table ronde de l'après-midi. Je suis très heureux de partager avec vous la réflexion autour d'une question importante. Quelle pourrait être la place des patients dans la formation et dans l'évaluation des étudiants? Alors, je pense que chacun peut mesurer ce que cette question avait de particulièrement subversif, voire transgressif, en tout cas ce qu'elle aurait eu il y a une vingtaine d'années, de la même manière que l'était d'ailleurs un peu plus tôt, et c'est pour faire un lien avec la séquence précédente, avec l'idée que les étudiants avaient aussi quelque chose à dire dans leur formation. Donc c'est dire que les choses bougent quand même, mais pour subversif qu'elle puisse paraître, cette question de la place des patients dans la formation, aujourd'hui on dirait disruptive, cette question, il faut bien reconnaître qu'elle est devenue un fait social, qui est d'ailleurs consacré par la loi. La loi maintenant prescrit qu'il y ait une place pour les patients dans la formation et dans l'évaluation des étudiants. Alors, pour animer cette table ronde, nous serons deux. Moi-même, donc Jean Joucan, je suis professeur émérite de médecine interne et au sein de la CIFEM, j'exerce plus particulièrement la coordination de la rédaction de la revue, la pédagogie médicale. Et Christelle Sordet, qui, elle, est loin d'être émérite, elle a encore du chemin à faire, elle est maître de conférence en rhumatologie. Et je vais lui passer la parole pour présenter nos intervenants. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc effectivement, nous sommes ravis d'accueillir à cette table ronde trois orateurs de renom. Donc je vais commencer par présenter Nathalie de Paris, que vous avez probablement vue à la session précédente, qui est donc une patiente experte, membre de l'association Andar, impliquée de longue date dans les programmes d'éducation thérapeutique et qui est maintenant est patient mentor dans le programme EXPAM à l'université Paris-Nord Sorbonne et qui enseigne également dans les ED relations de soins à l'université Pierre-Marie Curie. Elle enseigne également encore à la CRAM, notamment à l'école des assistantes sociales. À côté de Nathalie de Paris, nous accueillerons Olivia Gross. Olivia Gross est titulaire de la chaire de recherche sur l'engagement des patients à l'université Sorbonne Paris-Nord, au sein du laboratoire éducation et pratique de santé dirigé par le professeur Gagnère. Et enfin, Alexandre Berkès, qu'on peut considérer comme un artisan du modèle de Montréal et qui est maintenant chargé de mission aux hôpitaux civils de Lyon et de Rennes pour le déploiement de ce partenariat patient. Voilà, je vais laisser donc la parole à nos orateurs. Je crois que c'est moi qui... Alors nos orateurs qui vont aborder successivement trois questions. La problématique des fondements de la place des patients dans la formation des étudiants en santé. Deuxième thème, le profil de ces patients. Qui doivent-ils être? Faut-il qu'ils soient formés? Et enfin, une dernière session autour des modes de participation des patients, plus spécifiquement dans l'évaluation des étudiants. Après quoi, nous essaierons de susciter un débat. Je crois que la parole m'est donnée. On attend le PowerPoint. Voilà, ça y est, c'est bon. Donc je vais vous parler essentiellement de mon expérience de patient enseignant. Enfin, je ne sais pas si on peut le définir comme ça. Moi, j'ai un parcours de maladie qui est long, donc 20 ans. Ça veut dire que on commence à bien connaître sa pathologie, on connaît les signes avant-coureurs des poussées éventuellement. On sait prendre un peu de recul. Alors c'est vrai que cette expression, elle peut quand même poser question, mais en tout cas, j'arrive à me dire, tu n'es pas qu'une maladie. Il y a des choses à pouvoir transmettre de tout ça. J'ai rencontré bien évidemment pas mal de difficultés et j'ai eu à cœur très très vite de pouvoir aider les autres. Voilà, c'est sans doute lié aussi à ma personnalité, à l'envie de partager. Je suis plutôt quelqu'un d'extraverti et j'aime bien faire en sorte que ça se passe le mieux pour tout le monde. Donc les difficultés que j'ai traversées, j'ai eu envie de les partager et d'essayer de rendre les choses plus accessibles aux autres. Donc c'est
par là, je dirais que j'ai eu envie de me positionner en tant qu'intervenante dans certains enseignements. Depuis 3-4 ans maintenant, j'interviens donc à Paris, Pierre et Marie Curie Sorbonne. Alors je ne sais pas, ça a changé de nom, mais c'est un peu compliqué. Et là, effectivement, on intervient en binôme sur la relation de soins avec les étudiants de 4e année, ce qui moi me soucie un peu parce que je trouve nos étudiants un tout petit peu jeunes. Mais la question reste posée, c'est où est-ce qu'on met ces enseignements ? Et ces enseignements, c'est finalement le lien que l'on peut tisser avec le patient. Donc l'empathie à des moments clés d'une prise en charge, comme la consultation ou l'annonce du diagnostic. Ces enseignements sont courts, malheureusement, trop courts à mon avis, mais nécessaires néanmoins pour que les étudiants se mettent dans une posture, non pas de sachant avec des vrais savoirs techniques, des connaissances techniques, mais plutôt une approche, je dirais, empathique, enfin beaucoup plus axée sur la relation, sur l'autre, sur l'intégralité de l'autre. Donc voilà, je pense que cette formation est tout à fait intéressante. J'interviens aussi dans un autre programme qui est dispensé à l'université de Bobigny, Paris-Nord-Sorbonne. Et là, c'est un programme, tout à l'heure, on en a beaucoup parlé, sur effectivement l'interprofessionnalité. C'est-à-dire que moi, je deviens un patient mentor, je suis un objet d'étude, et à partir de là, 5 étudiants de disciplines complètement différentes regardent effectivement mon parcours, analysent un peu ce qui m'est arrivé, mais pas que, et c'est là où c'est hyper important, c'est que les étudiants se soucient les uns des autres, regardent leurs pratiques à travers effectivement moi, mais enfin, en tout cas à travers ma prise en charge. Mais c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que finalement ils découvrent ce qu'ils font et sur un problème donné. Et moi, je trouve que c'est extrêmement très intéressant, d'autant que je le dis toujours et le plus souvent possible lorsque j'en ai le loisir, c'est que finalement, la relation, la liaison entre les différents professionnels de santé dans une maladie chronique, puisque bon, quand on a une maladie chronique, on voit différents intervenants. Moi, je vois un kiné, je vois le chirurgien orthopédique, le rhumato, il y a toutes les labos, enfin bon, voilà, il y a tout un tas de professionnels de santé qui gravitent autour de moi. Et finalement, c'est moi qui fais le lien. Et si les uns et les autres connaissent mieux les pratiques des uns et des autres, je pense que ma prise en charge en serait bien meilleure. Voilà. Et puis la troisième chose, c'est que j'ai été démarchée pour parler des pathologies lourdes et effectivement de la place des patients avec les services sociaux. Donc là aussi, c'est une autre, comment dire, c'est un autre corps de métier, je dirais, qui est à disposition des patients. Et c'est extrêmement intéressant que ces gens-là aussi, ces acteurs de santé finalement, connaissent un petit peu ce que traversent les patients avec des pathologies lourdes. Voilà, je voulais vous dire essentiellement que moi j'ai aimé beaucoup transmettre. Ce qui me manque, c'est une formation, parce que j'ai eu la chance d'être un petit peu comme ça repérée au fil de mes actions en ETP, mais finalement je n'ai pas reçu une formation à proprement parler, je suis transparente avec vous, et je ne participe pas non plus à l'évaluation des enseignements que l'on dispense aux étudiants. Donc voilà, moi là je suis dans un point où finalement je suis un patient qui intervient, mais qui n'a pas finalement tous les outils pédagogiques pour être un vrai enseignant. Voilà, je passe la parole à Olivia. Alors, je veux bien les diapos. Bonjour, d'abord. Merci. Ah non, c'est pas ça. Excusez-moi. Ouais. Donc, je vais également répondre à la question des fondements de la participation, l'engagement des patients dans les formations en santé. Peut-être d'abord préciser de quoi il s'agit, ou plutôt de quoi il ne s'agit pas. Il ne s'agit pas d'apprendre des symptômes des patients au lit des patients comme on le fait classiquement en médecine. Non, il s'agit de ce que les patients veulent que les étudiants apprennent
et des enseignements qui sont requis autour de ça. Ensuite, je dirais que les fondements, ils ont évolué en fonction des époques. D'abord, au moment du paradigme biomédical, on faisait venir déjà des patients, mais les patients montraient leurs symptômes, en parlaient éventuellement, et comme dans le cadre d'ailleurs de programmes mondiaux sur les maladies rhumatismales, ils apprenaient aux étudiants à les manipuler en faisant même des rétroactions là-dessus. Et puis ensuite, avec le paradigme biopsychosocial, on s'est intéressé à tout ce que le patient vivait. Et là, on a convoqué beaucoup de récits, de témoignages des patients. Alors, aussi bien autour de leur vie avec, ce qu'on appelle la vivrologie, mais aussi on s'est intéressé à leur expérience des soins et on a voulu que les étudiants appréhendent le parcours de soins du point de vue des patients, y compris d'ailleurs sur des termes, sur des enjeux de qualité et de sécurité des soins. Et puis, troisième époque, me semble-t-il, c'est qu'on s'est rendu compte que l'engagement des patients dans la formation pouvait permettre de répondre à certaines limites des formations en santé. Notamment la baisse de l'empathie des étudiants, qu'on est nombreux à déplorer et qui est bien connu d'année en année de leur formation. Donc pour lutter contre cette baisse de l'empathie, on a encore une fois convoqué des récits de patients en espérant, c'est les principes de la médecine narrative, en espérant que les étudiants écoutent, se laissent absorber, soient émus par ces récits. D'autres difficultés qu'on connaît bien, la difficulté de faire adhérer aux soins la moitié des patients. Et donc là, ça invite à enseigner le partenariat de soins avec le patient, l'alliance thérapeutique, l'approche centrée sur le patient. Et on se rend de plus en plus compte qu'enseigner l'approche centrée sur le patient sans patient, on n'est pas très bon, quoi. Ou encore, les étudiants au long de leur cursus voient des patients essentiellement hospitalisés, en grande souffrance, détresse, et ça ne représente pas ce que sont les patients par ailleurs. Et donc, du coup, il est important de les exposer à des patients qui ont des maladies chroniques, qui vont bien, qui ont une certaine autonormativité et qui ont développé une forme d'autonomie. Et ils n'ont pas d'autres possibilités de rencontrer ces patients dans leur formation. Ou encore, voilà, il y a des étudiants qui ont des faibles performances interactionnelles et l'idée, c'est d'améliorer leurs compétences relationnelles, leurs interactions avec le patient et que ce ne soit pas seulement comment les médecins voient ces interactions, mais en fonction de ce que les patients attendent de ces interactions. Et puis, 3 autres objectifs qui, me semble-t-il, comptent particulièrement pour les patients. Et les motifs particulièrement dans ce cadre, c'est combler les impensés de la formation médicale. Par exemple, actuellement, sensibiliser les étudiants ou réconcilier les étudiants avec l'usage d'Internet par leurs patients. Ou encore développer des vocations vis-à-vis de maladies qui sont réputées comme compliquées à gérer, pour ne pas dire stigmatisées. Et réduire les discriminations liées aux soins. Sur ce sujet, je vous renvoie au dernier rapport de la Haute Autorité de Santé sur les discriminations liées au genre et au sexe, mais aussi plus globalement réduire les discriminations d'ordre épistémique. Discrimination d'ordre épistémique se manifeste par des injustices épistémiques. Elle se manifeste d'une part par des injustices testimoniales, c'est-à-dire on ne croit pas ce que dit le patient, on lui dénie le droit d'être un sujet rationnel épistémique. Des injustices herméneutiques, on considère que le patient ne comprendra pas ce qu'on lui dit, donc du coup, on ne lui donne pas trop d'informations, c'est inutile. Et puis en plus, ça complique la possibilité du patient de faire émerger ses propres normes, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. Alors à Bobigny, c'est particulièrement ces 3 objectifs qu'on poursuit quand on a plusieurs programmes avec des patients enseignants. Ça fait 6 ans qu'on fait ça quasiment en routine. Et c'est vraiment ces 3 derniers objectifs qu'on poursuit essentiellement. Mais le point que je voudrais, sur lequel je voudrais conclure là, c'est que dans tous les cas, il est important d'assigner des objectifs au programme qu'on met en œuvre. Parce que si on n'attend rien de précis de la participation des patients, finalement, il ne se passera rien, quoi. Effectivement, on n'en tirera rien. Donc l'important, quelle que soit
l'objectif qu'on fixe, c'est vraiment voilà, qu'il y en ait au moins un, et je dirais que tout le reste en découlera. Merci, merci Olivia. Je vais compléter ce qu'a dit Olivia parce qu'une partie de ce qu'elle a dit sont les fondements équivalents à ceux qui sont à l'origine de nos actions à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Moi, j'y ai passé une dizaine d'années. J'y suis arrivé à travers la réforme du programme de médecine. Et la première chose qui m'avait marqué à l'époque, du fait de mes précédents engagements qui étaient davantage dans le milieu communautaire, dans le développement des pouvoirs d'agir des individus, en faisant des ateliers d'autodéfense intellectuelle, en développant la pensée critique et en travaillant avec des acteurs engagés vraiment au niveau citoyen dans la santé, c'était à quel point justement j'étais marqué par le faible pouvoir d'agir des étudiants en médecine avec qui j'étais. Je m'attendais, j'avais des représentations sur eux et en fait je les trouvais extrêmement déterminés par l'extérieur, par autres qu'eux-mêmes. Je les sentais extrêmement déterminés par leur peur, la peur de manquer, la peur de ne pas être reconnu, la peur de ne pas être aimé par leurs pairs, par leurs collègues, par les patients, etc. Et ces faibles pouvoirs d'agir qui faisaient vraiment, m'ont marqué par rapport à ce que je voyais dans ces milieux communautaires où des patients, pourtant extrêmement marginalisés ou stigmatisés, me semblaient beaucoup plus autodéterminés, me semblaient beaucoup plus intentionnels dans leurs actions et moins être en réaction. Et c'est vraiment à partir de ces constats-là, notamment, qu'on a voulu commencer à proposer des alternatives pédagogiques. Et la première a été celle de questionner la manière dont on faisait la réforme de programme de médecine et de se dire, mais comment ça se fait que l'essentiel du travail en amont pour nourrir cette réforme, c'était de savoir quels étaient les besoins pour les médecins de demain. Et on ne questionnait pas quels étaient les besoins pour les patients de demain, et d'ensuite ajuster la formation des médecins à ce que les besoins populationnels en matière de santé étaient. Et la manière de faire a été d'intégrer une trentaine de patients dans la réforme du programme de médecine pour justement participer à ce travail-là, faire le relais avec les milieux communautaires et eux-mêmes ramener une perspective et des savoirs qui étaient les leurs pour voir comment ça contribuait. Donc ça a été une première expérimentation. Moi, la question, au départ, je l'ai traitée un petit peu différemment. Je l'ai traitée un peu d'un point de vue de fondement de mon action. Je vais parler plutôt à mon nom plutôt que de celle d'une équipe. On est une dizaine de personnes à l'Université de Montréal, la moitié des patients et l'autre moitié des professionnels de santé. Et avant tout, l'engagement, je pense qu'il était éthique et politique. C'est-à-dire d'abord de commencer par questionner si la répartition actuelle des fonctions du prendre soin dans la société était forcément les bonnes. Est-ce que la délégation actuelle des compétences de soins, qui est-ce qui a le droit formellement d'exercer un acte reconnu comme étant un acte de soins, à quel point cette catégorisation-là est pertinente par rapport à ce qui se passe réellement au quotidien dans la société? Et donc de se dire, ce n'est pas forcément le système actuel qui a forcément amélioré, mais il y a peut-être d'autres organisations du système de santé, reconnaître d'autres personnes comme étant des soignants, des gens qui agissent comme acteurs de soins au quotidien. Est-ce que ce questionnement, en tout cas, pourrait se faire et pas seulement améliorer le modèle existant, mais aussi tester d'autres hypothèses de répartition des compétences de soins. Donc la première était politique. La dimension épistémologique, Olivia en a déjà parlé et a déjà beaucoup écrit là-dessus avec Rémi Gagnère, notamment cette difficulté, on le voit bien dans beaucoup d'activités pédagogiques, à reconnaître la pertinence, la légitimité, la crédibilité des savoirs issus de la vie avec la maladie. Et notamment, on essayait toujours de distinguer deux plans, et je les garde pour tout à l'heure pour la suite de notre propos, à la fois la légitimité de la présence des patients en tant qu'ils sont des membres de notre communauté, au-delà de la pertinence de ce qu'ils disent, de leurs compétences et autres, et après, un deuxième plan de justification qui est celui de la présence réelle de savoirs, de compétences pertinentes, à la fois pédagogiquement pour développer les compétences des médecins, mais aussi c'est-à-dire des étudiants en tant que tels, mais aussi pour celles des enseignants. Parce qu'on va voir qu'il y a un impact sur les compétences des enseignants en tant que tels aussi. Il n'y a pas que les étudiants qui sont empruntés, au sens d'une empreinte, affectés par la présence des patients comme formateurs. Et enfin, on a aussi beaucoup travaillé, donc pour vous donner aussi un autre aspect important pour nous, ça a été le design d'expérience. C'est-à-dire comment on peut mettre les étudiants dans une disposition affective qui fait en sorte que la présence des patients ne ramène pas justement ces mécanismes de défense-là. Comment on fait en sorte de créer les conditions d'enseignement dans lesquelles ça ne va pas être vu comme une menace, ça ne va pas être encore un obstacle et un défi de plus pour ces étudiants en médecine qui en ont déjà beaucoup. Mais comment faire en sorte qu'ils en voient un allié, que ce soit quelqu'un qui les aide à développer leurs compétences dans ce sens-là et pas encore quelqu'un d'autre à qui répondre à ces injonctions. Merci à vous trois d'avoir introduit les enjeux comme ça. On voit que ce sont des enjeux colossaux. Vous ouvrez, en posant cette question,
la problématique de l'éducation, la formation des professionnels de santé, bien au-delà de la pédagogie au sens classique, c'est-à-dire la mécanique, enseignement, apprentissage et l'évaluation, en montrant qu'aujourd'hui, les enjeux éducationnels sont d'abord et avant tout des enjeux éthiques et des enjeux politiques. Alors, eh bien, voilà, Olivia, à quel type de patient faut-il s'adresser pour renverser des montagnes ? Alors, je veux bien mon diaporama. Merci. Donc en préambule, je dirais qu'à l'heure actuelle, et cette question le traduit, mais comme beaucoup de questions du moment, en fait, elle se focalise sur le comment faire. Tant mieux. Alors je pense que si les acteurs se préoccupent du comment faire, c'est qu'ils se disent que la question du pourquoi est déjà tranchée, que le temps de l'action est venu, et donc c'est très très positif. Néanmoins, il me semble qu'on ne peut pas dissocier la question du comment avec celle du pourquoi. Parce que oublier, je l'ai dit précédemment, oublier le pourquoi faire, c'est oublier qu'on attend quelque chose de significatif de la participation des patients. Et si on se rappelle qu'on en cherche quelque chose, eh bien du coup, on va penser le faire et puis surtout, on va penser le bien faire, le mieux faire. Donc il faut partir des objectifs poursuivis et se dire, et là ça répond un peu plus à la question, quel profil de patient peut apporter et peut répondre à cet objectif. Et quand je dis quel profil de patient, c'est même quel profil de personne. Parce qu'en fait, par exemple, si j'imaginais un programme, le but, c'est de changer les stéréotypes qu'ont les étudiants sur le grand âge. Ils voient des personnes âgées qui ont des déclins cognitifs, qui ne vont pas bien, et ils pensent qu'après 60 ans, tout le monde est dans le même état. Je les ai entendus à la faculté. Et bien évidemment, il y a des personnes très âgées en pleine forme, et heureusement, mais ils ont besoin de les rencontrer, ces personnes-là, pour changer leur représentation du grand âge. Donc voilà, donc si on assignait cet objectif-là, eh ben, la personne pertinente est une personne en pleine forme, pas malade du tout, et âgée. Alors ensuite, il y a évidemment tout ce qui est de l'ordre épistémique, effectivement, et vous avez vu que j'y étais sensible, c'est-à-dire quel savoir aussi les patients peuvent apporter dans la formation médicale. Mais les savoirs des patients, avec Rémi Gagnère, on les a catégorisés, ils sont multiples. Il y a d'une part les fameux savoirs expérientiels dont on entend beaucoup parler, mais qui sont insuffisamment définis. Ces savoirs portent sur 4 domaines. Ils portent sur la vulnérabilité. Bien sûr, on a l'expérience de ce que c'est que d'avoir peur et d'avoir mal et de se sentir pétrifié par ce qui arrive. Et puis, c'est des savoirs sur la relation de soins, le parcours de soins et la vie quotidienne avec la maladie ou avec le rétablissement pour ce qui est de la santé mentale. Dans ces 3 derniers domaines, relation de soins, parcours de soins, vie quotidienne, les patients savent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour eux. Et quand ces savoirs sont implicites, parce que dans certains cas, les savoirs expérientiels restent implicites, c'est-à-dire que la personne les formule peu, elle a peu conscientisé ce qu'elle savait, mais ça lui sert surtout par automatisme pour gérer sa vie au quotidien, et bien c'est des savoirs qui restent profondément idiosyncrasiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir beaucoup de valeur au niveau individuel de la personne, mais la portée généralisante de ces savoirs est assez réduite. Dans d'autres cas, ces savoirs sont plus explicites. La personne a identifié vraiment ce qu'elle savait, elle sait mobiliser le bon savoir au niveau interactionnel pour peser sur les décisions qui la concernent ou pour aider quelqu'un. Dans ce cas-là, elle les a plus confrontées au savoir d'autrui et on a déjà un petit peu plus de généralité. Et surtout, c'est des personnes plus à l'aise au niveau communicationnel. Et puis, il y a des savoirs qui sont encore plus généralisants ou à viser plus c'est les savoirs situés ou les savoirs positionnés, qui sont des savoirs qui ont été bien identifiés dans le cadre du féminisme. En fait, c'est des savoirs expérientiels collectifs. Donc, les patients se réunissent, et puis ils le font aujourd'hui couramment sur Internet, dans les associations. Ils échangent leurs savoirs expérientiels et ils voient le général derrière le singulier, le qui fonctionne pas le plus souvent ou qui fonctionne pour tout le monde. Et puis, ils croisent ces savoirs expérientiels aux normes, qu'elles soient normes de l'éthique, du droit, des bonnes pratiques, pour prendre position sur ce qui s'est passé
et dire c'est juste, c'est normal, ça aurait dû se passer comme ça, ou au contraire, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Et dans certains cas, ils peuvent aller jusqu'à prendre position sur ce qui pourrait fonctionner. Et dans ce cas-là, ils sont vraiment force de proposition de nouvelles idées. Et puis, évidemment, les patients ont aujourd'hui accès au savoir théorique. Ils sont accessibles en quelques clics, qui peuvent aussi leur donner du pouvoir sur les connaissances, identifier les gaps de connaissances qui manquent dans les connaissances, des questions de recherche. Et puis, il y a des patients qui ont des savoirs techniques acquis par ailleurs dans leur vie, qui font que, du coup, ces savoirs, au moment où ils sont malades, deviennent utiles pour fabriquer des applications numériques en santé, pour faciliter l'autogestion. Ou ça peut être des parents d'enfants handicapés qui fabriquent des objets pour faciliter la vie de leur enfant handicapé. Et on voit aussi des patients qui fabriquent des dispositifs de santé, voire même jusqu'à des thérapies. Donc, ce que je voudrais dire là, c'est que tous ces savoirs, tous, absolument tous, depuis les implicites en passant, sont utiles dans la formation médicale, à condition qu'on les mette au bon endroit pour ce qu'ils peuvent apporter. Donc, par exemple, si on veut développer la capacité des étudiants à mener des entretiens cliniques, on peut tout à fait prendre des patients avec des savoirs implicites. Ou bien encore, il y a certains pays qui envoient systématiquement leurs étudiants de premières années faire des immersions dans des familles qui vivent avec un enfant malade, avec une personne âgée en perte d'autonomie, ou en situation de précarité, qui vont voir ce que c'est pour de vrai en passant plusieurs jours avec eux. Vous voyez très bien que pour ça, les savoirs expérientiels implicites suffisent amplement, c'est tout à fait pertinent. Évidemment, si on veut des témoignages autour de vivre avec, des parcours de soins, pourquoi pas d'avoir du vécu d'un événement indésirable pour sensibiliser les étudiants aux enjeux de sécurité des soins. Là, on a besoin de patients avec des savoirs expérientiels explicites. Et ça va aider vraiment à réduire les injustices épistémiques testimoniales, c'est-à-dire qu'on va croire le patient, ça va réduire les stéréotypes, les discriminations et permettre d'appréhender les parcours de soins et développer l'empathie des étudiants. On a, Nathalie de Paris le mentionnait tout à l'heure, à Bobigny, on a développé des apprentissages interprofessionnels autour de patients. Ça fonctionne vraiment super bien. Et on a réussi à montrer à quel point ça diminue les injustices épistémiques testimoniales. Et pas seulement entre professionnels et patients, mais aussi entre professionnels. Parce qu'entre eux aussi, il y a ce type d'injustice. À quel point ça permet aussi d'améliorer l'empathie et évidemment les compétences interprofessionnelles. Par contre, voilà, à Bobigny, on a un autre programme, et là, c'est des patients qui interviennent autour de l'analyse de situations cliniques. Ça se situe dans le DUMG de Bobigny. Toutes les étudiants font énormément d'analyses de situations cliniques. On intègre des patients pour les aider à analyser ces situations et porter la parole du patient dont la situation est analysée, invoquer les droits des malades, développer le partenariat de soins, etc. Et voilà, et là, on a besoin de patients qui ont des savoirs positionnés et qu'on va chercher dans le milieu associatif, d'autant plus qu'on ne sait jamais à l'avance sur quelle situation clinique on va tomber. On a besoin de personnes avec une bonne culture en santé. Voilà, même profil pour des participations à des ED. Et puis, les patients qui ont des savoirs théoriques sont excellents pour faire des cours magistraux, sachant que vraiment, ce qui est attendu là, dans ce cadre de cours magistraux, c'est combler les impensés de la formation. Ce qui motive les patients, ce n'est pas de venir faire un énième cours sur la même chose que le diabétologue, mais par exemple, proposer un cours sur la démocratie en santé ou un cours sur des maladies rares qui ne font pas l'objet d'enseignement. Alors, je vais directement répondre à la question de la formation qu'on me pose assez souvent aussi. Déjà, je trouve que vous l'aviez bien formulé, la question, parce que la question, c'est pas effectivement est-ce qu'il faut former les patients ou pas former les patients. Il me semble que c'est plutôt d'abord à quoi les former et dans quel but. Et ça, la question est plus intéressante sous cette forme-là, et je trouve que vous l'aviez bien du coup formulée. Néanmoins, il reste intéressant de se questionner, de se dire, quand on veut former les gens, pourquoi on le fait ? Est-ce que c'est pour nous rassurer ? Est-ce parce qu'on a des craintes par rapport à ça ? Et si oui, lesquelles ? Et lesquelles de celles-là sont légitimes et lesquelles sont complètement irrationnelles ?
J'ai aussi toujours le doute de me dire, est-ce qu'on n'est pas en train de chercher à remplir nos formations ou à vendre des formations? Parce que je vous rappelle que tous les professionnels de la planète, quand ils diagnostiquent un problème, ils diagnostiquent également une solution qui passe par eux-mêmes. Donc nous, ce qu'on sait faire, c'est des formations. Donc évidemment, on peut avoir cette tendance-là. Donc c'est bien de faire un peu d'autocritique, comme j'ai entendu les étudiants tout à l'heure invoquer les vertus de l'autocritique. Un dernier point, c'est peut-être aussi se rappeler qu'il n'est absolument pas légitime d'exiger davantage des... Ah ben là, c'est tout ça. Ça, c'est bon? J'ai l'impression que ça marche, je m'entends. On savait bien que le sujet était explosif. Oui, peut-être aussi un point important, c'est ne pas exiger des patients enseignants plus qu'on exige des autres enseignants. Et c'est vrai que j'entends, ça, c'est quand même le comble, mais j'entends assez souvent, mais est-ce qu'ils ont été formés à la pédagogie? Le jour où tous les enseignants vacataires de la fac seront formés à la pédagogie, malheureusement, n'est pas demain. Donc il n'y a pas de raison d'avoir ce type d'attente sur les patients enseignants. Et puis... Bon, moi, je suis assez sensible à ce que dit Angela Toll. Elle a dit il faut faire en sorte que les patients conservent une voix authentique, définie comme une voix autonome. Donc, si la formation, c'est pour faire émerger ces voix authentiques, oui. Mais si ça ne l'est pas, ça m'ennuie. Dans le cadre d'EXPAM, le programme interprofessionnel, les patients mentors ne sont pas formés, ça fonctionne très bien. Dans le cas de PEP13, donc ces patients qui collaborent autour de l'analyse de situation clinique avec les médecins enseignants, là non plus, ils ne sont pas formés du tout en amont de leur recrutement. En revanche, ce qu'on fait, c'est qu'on les réunit à côté du programme régulièrement et qu'ils réfléchissent à leur pratique, eux aussi font de l'analyse de pratique, mais surtout, ils réfléchissent, ils identifient les besoins éducatifs des internes qui repèrent au fil de l'eau. Et collectivement, ils cherchent à y répondre et ils prennent position sur du coup, qu'est-ce qu'ils vont enseigner en réaction à ce qu'ils entendent. Et ils font aussi construire... Alors, ils visent aussi l'articulation collective de leurs activités individuelles. Et puis, ils élaborent leurs propres normes et vraiment leurs propres propositions pédagogiques. Donc, du coup, ce n'est pas vraiment une formation formelle. Nous, on voit plutôt ça comme un laboratoire social. Et puis, ce qu'il y a aussi vraiment d'intéressant, c'est que les médecins enseignants de Bobigny, maintenant ça fait 6 ans que ce programme existe, nous disent qu'ils se sont vraiment appropriés des propositions pédagogiques des patients enseignants et aujourd'hui vraiment les utilisent de leur côté. Donc pour conclure, encore une fois, je pense que le plus important, c'est de s'attacher à penser ce qu'on fait, en référence un peu à Hannah Arendt, mais c'est ça l'idée, parce que une fois que, à partir de là, les choses deviennent assez simples, quoi. Tout le reste s'articule et en découle, programme par programme. En tout cas, c'est notre expérience à Bobigny. Merci de votre écoute. Merci. Donc, Alexandre reprend la parole pour des dernières clarifications préliminaires avant d'entreprendre une discussion. Alors, moi, je vais vous parler de la partie sur l'évaluation. Parce que spontanément, les étudiants ou les enseignants acceptent, pour certains cas, ce n'est pas la majorité encore, mais la présence de patients enseignants, patients formateurs, selon le pays, on les nomme différemment. Mais de là, des fois, leur laisser de la place dans l'évaluation, c'est quelque chose d'autre. Notamment aujourd'hui, la participation des patients dans les écosses, qui dans certains cas peuvent être des écosses sommatifs, qui peuvent déterminer le passage ou non du grade de médecin, par exemple au Québec. De ce fait-là, le moment où on introduit la place de ces patients-là, on peut trouver ça très intéressant du point de vue de la sensibilisation à des enjeux éthiques, à la coordination des soins, au travail interdisciplinaire, etc. Mais là, au moment où ils peuvent participer et avoir un poids significatif dans l'obtention de notre grade de médecin à la fin, ça vient réveiller d'autres préoccupations et d'autres questionnements. Donc, c'est moi qui ai été grand ? Oui, parfait. Donc, la question qui s'est souvent posée, c'est de dire si oui, premièrement, peuvent-ils évaluer? Donc, est-ce que c'est acceptable, pas acceptable? Est-ce que c'est pertinent, non pertinent? Et si oui, de quelle manière? Donc, hop. Okay. Alors, la première, c'est
quelque chose qui était important dès le départ. Donc là, je vous prends le contexte à la fois de la faculté de médecine de l'Université de Montréal sur une dizaine d'années, 2010-2020. Moi, je suis revenu en France depuis et je suis davantage à la faculté de médecine de Rennes maintenant et on commence bientôt à Brest à accompagner ces initiatives-là à Brest à partir de la rentrée. La perspective, c'est celle de pas uniquement s'intéresser aux médecins qu'on a devant nous, mais aussi de considérer que ce sont des citoyens qu'on a devant nous. Et que de ce fait-là, notre responsabilité n'est pas uniquement de former des médecins compétents qui seront capables, dans leur service ou dans leur lieu de soins, d'y pratiquer selon la bonne manière, mais aussi d'en profiter pour développer cet esprit critique qu'on a vu tout à l'heure, mais plus important pour nous au départ, c'était surtout la conscience de l'éthique, c'est-à-dire de la conception de la vie bonne, mais donc associée à ça, encastrée, la conception du soin adéquat qui guide leurs actions. La majorité des étudiants à qui on posait cette question-là dans les ateliers d'éthique était de dire « Aujourd'hui, vous êtes à votre 5e année de médecine, quelle est votre conception du soin adéquat ? Quels sont les principes structurants qui vous permettent d'évaluer si les comportements et les gestes que vous avez au quotidien sont les bons selon votre propre conception ?» Et 99% des étudiants n'avaient aucune réponse explicite à cette question. Pour des personnes qui ont 5 ans d'expérience, qui se destinent à cette profession-là. Ils n'avaient pas pris le temps, ils n'avaient pas eu l'espace, on ne leur a pas donné non plus, ce n'était pas forcément valorisé et récompensé notamment de faire ce travail-là, mais c'était aussi ce travail qu'on essayait de faire à côté. Et la dimension politique avec, c'est-à-dire de prendre connaissance, quand il y avait des enjeux de santé, de se rendre compte qu'on est capable de s'organiser collectivement, entre médecins notamment, mais pas que, pour changer, pour intervenir sur des enjeux de santé ou des conditions non adéquates de santé. La seconde précaution introductive que je vais vous donner, c'était de dire, premièrement, sont-ils légitimes ? Donc la première chose qu'on nous dit, mais pour quelles raisons pourraient-ils être présents ? Donc la première que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est sur le plan politique au sens large, c'est celui de la légitimité de la démocratie en santé en tant que telle. Quand vous avez des citoyens qui sont tirés au sort, on l'a déjà dit dans les jurys, pour évaluer si une personne doit avoir la prison à perpétuité ou non, ou dans certains pays la peine de mort, on ne leur demande pas si c'est parce qu'ils ont un master en droit ou une capacité à juger adéquatement du comportement criminel d'une personne. On considère qu'ils représentent la voix, qu'ils ont une perspective citoyenne, communautaire, qui tient à cœur et qui n'est pas la seule prise en compte, mais qui va être prise en compte dedans. Sont-ils compétents ensuite ? En fait, chaque patient, chaque aidant juge, évalue en permanence les comportements de ses soignants, de ses professionnels de santé, à chaque fois qu'il interagit avec, de manière consciente, inconsciente, implicite, explicite. Ça l'est toujours. Un parent qui va avec son enfant dans une consultation pour certains suivis et qu'il voit se comporter ou interagir d'une certaine manière avec le professionnel, avec son enfant, va évaluer l'adéquation des comportements, la manière de s'adresser à son enfant, etc. Donc cet exercice-là, si on parle des patients formateurs qui sont pour la plupart des gens avec une expérience significative de la vie avec la maladie et des soins et services de santé, ce travail d'évaluation, ils l'ont fait de manière significative également. Donc ils y sont exercés. Ensuite, par contre, comme l'a dit Olivia, derrière, c'est que ça n'empêche pas, par contre, de faire de l'accompagnement dans le temps. C'est-à-dire que les patients qui participent à cette activité d'évaluation, il y a quand même, nous, on a une communauté de pratique du partenariat dans l'enseignement qui fait en sorte que les gens peuvent venir et dire moi, j'ai des difficultés dans ces situations-là à évaluer les étudiants de la manière adéquate. Est-ce qu'on pourrait se donner un cours, par exemple, sur comment on donne un feedback, une rétroaction de manière constructive, le mieux possible ? Moi, je pense le faire correctement, mais des fois, j'ai essayé de donner un feedback à un étudiant et j'ai vu que je l'ai un peu braqué, je ne l'ai pas fait de la bonne manière. Moi, je pense que collectivement, je ne sais pas si c'est un besoin que vous avez, mais je pense que dans notre communauté de pratique, on pourrait avoir une intervention sur le sujet. Ça nous aiderait peut-être à donner des feedbacks de meilleure qualité. Mais ce n'est pas une barrière à l'entrée. Le but, ce n'est pas de demander un master X ou Y ou un DU X ou Y à chaque patient formateur avant de lui le dire, avant de lui laisser évaluer des étudiants en médecine. Comme on l'a dit tout à l'heure, chaque enseignant dans les institutions de formation des professionnels de santé aujourd'hui ne sont pas formés nécessairement à la pédagogie, ni à donner des feedbacks constructifs et autres. Par contre, ça ne veut pas dire que ça justifie le fait de ne pas en faire, de ne pas faire du développement continu des compétences. Mais il faut juste, on l'a dit encore une fois, faire attention à l'asymétrie des exigences. Il y a des exigences extrêmement élevées de la part envers les patients formateurs. Les autres éléments, je n'ai pas le temps de revenir là-dessus. Je pourrais vous partager à la fin, j'ai été chercher dans la revue de littérature des évaluations de sont-ils utiles ? C'est-à-dire que est-ce que lorsqu'ils évaluent les étudiants, est-ce que lorsqu'ils donnent des feedbacks, est-ce que ça contribue à l'amélioration ou non des compétences, etc. Je dois passer parce que j'ai d'autres éléments et le temps court. Je voulais vous donner la manière dont moi j'ai pu accompagner, et voir la manière dont des patients pouvaient
évaluer en particulier des médecins. La première, c'était en caractérisant l'expérience qu'ils ont eue de la relation avec l'étudiant. Je me suis senti à l'aise, je me suis senti en confiance. Est-ce que je me sentirais à l'aise que ce médecin-là, cet étudiant-là, soit le médecin de mes enfants Donc vraiment sur est-ce que je me suis senti respecté, etc. Qualifier la nature et l'envergure du partenariat de soins. Est-ce que je me suis senti dans une relation de coopération avec lui? Pas juste est-ce qu'il m'a écouté faire un monologue de 20 minutes. Est-ce que ce qu'il a écouté, ce qu'il a senti, est-ce qu'il était capable de lui-même de se remettre en question sur le diagnostic qu'il avait, sur les premières hypothèses qu'il avait, comment il a considéré le savoir que je lui partageais. Évaluer aussi le réalisme et l'adéquation des propositions. Dans plusieurs cas, dans les patients formateurs, c'est des cas qui sont proches de leur propre situation de vie. De ce fait-là, ils peuvent souvent évaluer l'adéquation de la proposition de soins ou de plan de traitement ou que va faire le professionnel. Parce qu'en fait, ils l'ont eu 50 fois, 100 fois dans leur parcours de soins. Ils en ont vu des professionnels, ils ont déjà interagi avec ces professionnels de manière assez significative. Et une quatrième proposition, mais il y en a d'autres, mais c'est les principales que j'ai observées, c'est aussi, est-ce qu'il y a la présence des compétences requises, enfin en tout cas celles qui favorisent les comportements de pratique de partenariat dans les soins. Est-ce qu'on a une personne réflexive, comme on dit tout à l'heure, critique, mais de manière constructive, qui est capable de me parler en tant que, par exemple, de patient et de me dire je comprends que vous avez fait telle ou telle recherche. Pour moi, un des critères qui permet de savoir si c'est une connaissance utile ou pas que je vais utiliser pour prendre soin de moi, j'utilise ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Enfin, il y a une manière d'amener que de dire de toute façon, tout ce que vous trouvez sur Internet, c'est mauvais pour vous et puis ça ne va pas vous aider. Juste pour vous donner un exemple là-dedans, ça c'est un portrait d'une partie des formations qui sont données à l'Université de Montréal avec des patients, donc dans laquelle tous les patients sont... et vous voyez le nombre à chaque fois d'étudiants et de patients impliqués. Des cours interpro comme des cours d'éthique, comme des cours comme les Osler notamment, c'est des écosses rallongées d'une demi-heure pour les étudiants qui ont par exemple échoué à l'Écosse ou qui étaient absents ce jour-là, et on ne refait pas les 13 stations parce que c'est compliqué de réorganiser tout ça, donc on fait un Osler qui est un examen, c'est un Écosse mais intégratif. Et juste pour vous donner cet exemple-là, la faculté au début nous a demandé de faire en sorte que les patients n'évaluent, c'était la demande, que les soft skills, les compétences de communication. Mais nous, on était relativement convaincus implicitement qu'ils étaient capables d'évaluer d'autres compétences. Donc ce qu'on a fait, c'est que pour pas, et je pense que ça c'est une stratégie de transformation organisationnelle qu'on connaît tous, c'est pour pas braquer l'élan qui ont trouvé positif, on a dit ok, ils vont évaluer cette partie-là. Et puis dans l'équipe, il y avait déjà une partie des patients qui allaient participer, donc qui ont accepté de dire ok, on va évaluer que ça. Par contre, on va faire un projet de recherche parallèle dans lequel on va faire en sorte que tous les patients, une fois qu'ils ont fait l'évaluation des soft skills, des capacités de communication, et on va les mettre dans une salle à côté, on va leur faire remplir la même grille d'évaluation que les médecins, pour l'ensemble d'entre eux. Et après de comparer la grille d'évaluation qu'a fait le médecin, enfin les deux médecins, un médecin spécialiste, un médecin généraliste de famille, et de l'autre côté les patients. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple sur le raisonnement clinique, tous les médecins qui ont identifié chez les étudiants un problème de raisonnement clinique, tous les patients formateurs l'avaient vu. Et ce qui a été le plus intéressant, c'est d'après creuser pourquoi. Et la majorité était incapable de donner les mêmes arguments qu'avait donné le médecin pour justifier le problème de raisonnement clinique, parce qu'il ne disait pas oui, son diagnostic différentiel, il est plus ou moins pertinent là ou là. Mais il l'expliquait d'une manière, certains avec des mots très précis, d'autres avec quelque chose de plus général comme ça sonnait pas correct. J'ai entendu 50 fois des professionnels faire cet exercice devant moi ou avec moi, puis il y a quelque chose dans l'arbre de décision qui n'allait pas. Il y a quelque chose de pas harmonieux, il y a quelque chose de pas harmonique là-dedans. Et donc, c'est là que ça interroge notre rapport au savoir et les rapports épistémologiques qu'on a parlé tout à l'heure. C'est est-ce que de ce fait-là, sur une évaluation qui n'est pas justifiée avec les mêmes arguments que les médecins, est-ce que cette évaluation d'un problème de raisonnement clinique peut être considérée comme valide, légitime, pris en compte et intervenant dans l'évaluation de l'étudiant? Donc vous voyez, ce que je veux dire, c'est que si vous essayez ce genre de dispositif et que vous n'avez pas forcément la place de laisser aux patients la possibilité d'évaluer tout ce que vous voulez, c'est intéressant de faire des projets de recherche, des fois pour dire on répond à la commande institutionnelle, pour faire avancer les pratiques, et puis pour aller doucement dans certaines choses. Et de l'autre côté, on peut expérimenter et puis vérifier à côté si ça a eu de l'utilité ou pas. Et ensuite, on peut justifier plus facilement auprès de l'institution que ça pourrait correspondre à 10% de l'évaluation de l'étudiant à la fin de l'année, parce que regardez, ça a été montré là. Et je vais terminer, parce que je vous mettrai aussi cet article-là, c'est le résultat des 160 patients qui sont impliqués dans les Écosses à l'université d'Aberdeen, qui font ça depuis 3 ans. Et en gros, juste, quand on demandait aux patients, à votre avis, votre évaluation, vous considérez que ce serait légitime de lui faire avoir quel poids dans l'évaluation des étudiants? Et la majorité, 60% d'entre eux, disaient que ça pourrait correspondre à 5 ou 10% du score.
vous voyez, l'objectif des patients formateurs, c'est pas de dire nous, on est tellement. Notre but, c'est de définir à 100%. Ce qu'on a, c'est que 60% d'entre eux considéraient que 5 à 10%, c'était tout à fait légitime et adéquat. Et il y en a beaucoup qui considéraient que leur contribution, c'était surtout de donner un feedback, mais pas de donner de note. Et que ça, pour eux, c'est ça qui avait l'essentiel de leur valeur, et que donner une note ou pas, c'était pas important. Mais vous voyez qu'il y a une dernière chose qui est à la fin, et là qui est plus moi que je questionnerais, mais c'était la conclusion de leur article. C'était la consigne qu'ils donnaient aux patients, c'est surtout très important que vous n'évaluez pas les étudiants sur la base de leur connaissance médicale ou de leurs compétences médicales. Alors, connaissance médicale, ça peut-être. Compétences médicales, ça dépend de la définition des compétences médicales qu'on a. Donc voilà, je vous donne celui-ci. Et le dernier, pour vous dire qu'est-ce qui existe aujourd'hui aussi, c'est que je ne pense pas que ça existe encore en France, ce n'est pas nommé comme ça, mais ce qu'on appelle au Canada les activités professionnelles confiables. C'est-à-dire qu'un résident, c'est l'équivalent d'un interne, chaque année, il est évalué dans une logique d'approche par compétence où on doit observer certains comportements tous les 6 mois. On observe, on dit, tiens, à quelle récurrence cet étudiant, Alexandre, a manifesté la présence de ces compétences. Et ces compétences, elles doivent être observées par l'ensemble des membres de l'équipe. C'est-à-dire qu'il faut au moins 3, 4, 5, 6, 7 occurrences d'observation de cette compétence, et en plus par une diversité de sources. Et c'est là qu'on a pu voir la proposition d'intégrer des patients, donc qui sont maintenant considérés par le Collège royal du Canada comme une source légitime d'observation des compétences, de la manifestation des compétences des étudiants en contexte clinique. Et je vous en donne un pour vous donner un exemple de à quoi ça ressemble. Sur cet IPA-là, donc Entrustable Professional Activities, donc activité professionnelle confiable. Ici, en médecine interne, cette activité confiable consiste à assurer le congé sécuritaire et éclairé de patients présentant des problèmes courants en médecine interne. Cela comprend la co-construction et l'exécution d'un plan de congé avec les patients, leurs proches aidants et les autres professionnels de santé. Et donc, l'observation de cet APC, donc en français, approche professionnelle confiable, comporte trois parties: la documentation du plan de congé, sa co-construction et sa communication. Donc, c'est surtout sur les 2 dernières étapes qu'on va demander aux patients et aux aidants d'indiquer s'ils ont vu la manifestation des compétences recherchées dans cette activité-là. Donc ça, c'est juste pour vous donner un exemple aussi en clinique après. Là, je vous ai donné des exemples en pré-grade avant pour les externes et les premières années. Et donc, je voulais finir avec celui-ci. Si ça vous intéresse, c'est disponible sur Internet. Il y a tous les IPA du Collège royal du Canada, incluant la participation des patients. Et ça peut être une inspiration pour faire des fois juste des vignettes locales quand on n'est pas en mode approche par compétence au complet. Et je terminerai là-dessus. Eh bien, merci beaucoup. Alors, on va regarder s'il y a des questions. N'hésitez pas, en tout cas, aux internautes de poser des questions. Y a-t-il des questions dans la salle là? Et si vous souhaitez poser la question, je crois qu'il faut venir au pupitre pour qu'on puisse bien vous entendre. Bonjour à tous. Donc, je suis Isabelle Sébry, je suis co-responsable de la formation qui conduit au diplôme d'état d'infirmier en pratique avancée en France. Et moi, j'avais une question un petit peu à tous. Vous avez beaucoup parlé en fait de la place des patients dans les formations. Mais la formation, ça sous-entend pour moi aussi la supervision des travaux de recherche. Et finalement, quelle est la place aujourd'hui des patients dans la supervision des travaux de recherche des étudiants ? Alors, dans le département de médecine générale à Bobigny, donc c'est une réponse très circonstanciée que je vais vous faire, très très locale quelque part. Les patients sont membres de toutes les commissions pédagogiques du département. Commission de thèse, commission recherche, commission pédagogique, commission d'enseignement, commission... J'en oublie certainement. Et donc, du coup, voilà, ils sont également associés aux travaux de recherche, quand le plus possible aussi aux thèses des étudiants, et membres des jurys de thèse et de tous les jurys du DES d'ailleurs. Ou on ne fait pas exactement comme vous d'ailleurs, parce que on est plutôt sur une logique où ils construisent leur propre grille d'évaluation, parce qu'on s'est dit que si c'était redondant avec celle des professionnels, enfin des médecins, c'était un peu inutile. Surtout si, et tu confirmes qu'ils voient à peu près la même chose. Donc finalement, voilà. Donc ils ont construit leur propre grille d'évaluation en se disant on enseigne ça et ça, on va les vérifier si les étudiants l'ont retenu.
Donc voilà pour les travaux de recherche que font les étudiants. On est d'accord, hein, c'est dans ce cadre-là, c'est ce à quoi vous pensiez. Voilà. Donc sur Bobigny, oui, on l'a poussé. Alors on l'a pas poussé en un jour, hein. Tout ce que je dis là, franchement, ça a pris des années à se mettre en place. On a commencé par l'enseignement. Déjà, quand on a été dans... Aujourd'hui, on est dans quasiment 100% des ED, mais ça nous a pris plusieurs années avant d'être dans 100% des ED, hein, parce qu'il y en a certains qui tombaient sous le sens, évidemment, communication, etc. Mais avant d'être sur, je ne sais pas, traiter l'information médicale, par exemple, voilà, ça, il a fallu un certain niveau de maturité, et puis le patient en capacité de le faire aussi, et puis il faut que les deux matchent, voilà. Et pareil pour l'intégration dans les commissions, ça s'est fait petit à petit. Aujourd'hui, on est, voilà, je pense qu'on peut plus pousser les murs davantage. Voilà, donc la recherche, bien sûr, en fait partie. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre faculté, et en particulier auprès des médecins de ce département, parce que ça vaut pour les étudiants, mais ça vaut aussi pour les chefs de clinique, enfin pour tous ceux qui mènent des recherches dans le département. Je pense que ça leur viendrait même plus à l'idée de faire des recherches sans associer des patients dans le comité de pilotage, voire même dans le recueil, l'analyse, l'interprétation des données. C'est en train de devenir vraiment... voilà, ils se sont complètement... je sais pas, ils ont une révolution copernicienne autour de ça, quoi, avec les années, hein. Mais maintenant, c'est l'évidence, ça s'est imposé. Mais voilà, encore une fois, ça ne s'est pas fait en un jour du tout. Mais voilà, on a commencé ensemble il y a 6 ans, et aujourd'hui, on en est là. Ça, c'est un fait. Merci. Alors, nous avons une question sur Internet de Cécile Lemonteux qui demande qu'elle avait bien entendu que le profil des patients était en lien avec l'objectif de la séquence pédagogique. Mais malgré tout, est-ce qu'un profil attendu est conseillé, pour l'interrogation? Et est-ce que c'est l'enseignant de la spécialité qui les recrute ou est-ce que c'est un autre dispositif? Enfin, comment sont-ils recrutés, ces patients? Alors dans PEP13, c'est de la cooptation de patients, c'est-à-dire qu'on sait vraiment voilà, la voie autonome et authentique. On s'est dit, il faut que ce soit un groupe de patients qui valide ces candidatures. Donc en vrai, comment ça se passe? Souvent, c'est Yannick Ruel, qui est le copilote côté département du programme, ou moi, qui sommes contactés comme ça spontanément par des patients qui entendent parler du programme. Donc en général, moi, j'ai un premier entretien qui me fait dire, ça, voilà. Et ensuite, je présente au groupe de patients. Et il y a des échanges avec groupes de patients. Et il y a même, ce que les groupes de patients ont mis en place, c'est un système de compagnonnage. C'est-à-dire qu'ils intègrent les nouveaux et il y a des binômes qui sont constitués pour lui apprendre, pour qu'ils viennent voir comment ça se passe, etc. Et d'ailleurs, les médecins, du coup, s'en sont emparés et quand ils intègrent un nouvel enseignant, ils ont mis le même modèle en place qui n'existait pas avant. Vous voyez, quand je vous disais, on finit par hybrider un peu ou prendre le mieux des deux, parce que les modèles ne sont pas identiques, mais ils évoluent quand même parallèlement et par moments, les meilleures idées, on se les partage, quoi. Donc voilà, donc ça on y tient que ce soit une cooptation par les patients, parce que sinon on a tous plein de représentations sur ce que devrait être le bon patient qui enseigne là, et très vite ça peut dériver. Alors effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de discussions à avoir à ce sujet-là, dans le sens où à l'Université de Montréal, on est parti du travail qui a été fait qu'avait fait Luigi Flora dans le cadre de sa thèse, où il avait tenté d'expliciter une partie des compétences qui étaient mobilisées par les patients qui naturellement avaient émergé, enfin naturellement, c'est peut-être pas le bon mot, mais qui avaient réussi à être dans ces positions-là, et de se dire qu'est-ce qui fait que ces personnes-là réussissent à établir des relations de coopération en santé, et notamment d'être des patients formateurs. Et que de ce fait-là, à la direction de collaboration et partenariat patients, qui est l'entité qui regroupe donc les patients et les professionnels à la faculté de médecine de l'Université de Montréal et qui accompagne ce partenariat dans l'enseignement, il y a deux patientes, qui rencontrent les patients la première fois, donc qui sont aussi référés par nous, soit par cooptation d'autres patients formateurs qui disent moi j'ai rencontré d'autres personnes dans d'autres cadres et je pense qu'ils ont les compétences que, en tout cas l'expérimentation a montré que moi, celle que j'utilisais avec les étudiants fonctionnait, donc je vous la recommande. Mais on a aussi l'identification à travers les soins.
Donc ce qu'on a fait, c'est qu'avec certains cliniciens qui enseignent, on essaye de voir avec les personnes avec qui sont dans leur service ou autre, s'il y a des collègues qui pourraient référer 2 ou 3 patients qui correspondent à certains critères. Des patients qui les ont interrogés dans leur pratique, qui les ont un peu confrontés d'une manière qui a toujours été un peu déstabilisante, mais ils s'en souviennent parce que ça les a aidés dans leur pratique. Ils ont trouvé que ça a été une critique bien fondée, constructive, et ils se sont sentis progresser ou cheminer grâce à la contribution de ces patients-là. Donc on a à la fois la voie de la cooptation, mais aussi la voie clinique et le recrutement dans les soins. Par les professionnels de santé qui ensuite passent par notre entité pour travailler avec nous. Et derrière, moi, je pense que dans ce que vient de dire Olivia, ce qui me marque, c'est qu'on s'est toujours demandé, on était vigilant au même point, c'est-à-dire de se dire à quel point nos représentations, si on part sur quelque chose de formel, imaginez une grille de compétences qui dit un patient formateur, c'est ça, ça, et puis on en a un en face qu'on a l'impression que c'est le bon, mais ça ne rentre pas dans les critères. On fait quoi avec ça? Et inversement, il y en a un qui fit à tous les critères, mais on ne le sent pas là. On se dit ça ne va pas le faire. Donc, à quel point ça, c'est un mécanisme de filtre ou est-ce que c'est un outil d'aide à la décision dans ces critères-là? Et en fait, on l'utilise parce que je pense qu'on n'a pas suffisamment confiance en nous, dans le sens où on se méfie de nous-mêmes et on sait qu'on est pris par plein de représentations malgré nos bonnes intentions et que de ce fait-là, cet exercice-là, il nous aide à le faire. Ça ne veut pas dire que ça marche mieux, mais en tout cas, c'est notre garde-fou pour essayer de formaliser, quand on se parle en équipe, de dire bah, tiens, on est 2 à l'avoir rencontré, t'en penses quoi? Bah, ça nous aide à mettre des mots un peu communs là-dessus, tout en faisant en sorte que ce n'est pas le critère principal. Mais ça nous aide à discuter en équipe pour savoir si ça fonctionne bien. Ça, c'est la réflexion quand on a du temps et de l'espace. Dans la majorité du temps, c'est-à-dire 60 à 70% du cas, c'est des patients cooptés, pertinents. Comme on a l'habitude, ça fait 10 ans qu'on voit ça, on voit vite si ça va fonctionner ou pas. Et puis c'est davantage, dans la suite, il y a un parcours d'amélioration continue des compétences qui est en fait un travail collectif où on discute ensemble sur des articles, on revient sur ce qui s'est passé dans les enseignements, on repense des nouvelles activités ensemble. Et bien, au sein de celle-ci, en fait, c'est ça la formation continue. Ils ne viennent pas un jour 3 heures et il y a un cours magistral ou un atelier sur X ou Y. C'est une communauté de pratique qui se réunit le lundi soir en premier début de mois pendant 2 heures et on parle de sujets communs d'intérêt pour réussir à mieux faire ce qu'on fait dans l'enseignement. Puis c'est ça la formation continue. Très bien, merci. Alors, il y a d'autres questions toujours sur l'implication des patients, bien entendu. C'est comment sont-ils rémunérés ou sont-ils rémunérés? C'est toujours... Peut-être... Alors oui. Nathalie? Oui, effectivement, je peux répondre à cette question. Sur le premier cours que j'assure à l'université Pierre et Marie Curie, je ne suis pas payée. Je fais ça en tant que bénévole et je suis présentée comme étant membre d'une association. En général, les patients qui interviennent dans cet enseignement sont tous accolés ou adossés à une association de patients. Ce n'est pas pour autant qu'on est indemnisé, mais c'est comme ça. Pour le deuxième enseignement, oui, je suis rémunérée, effectivement, pour l'université de Bobigny. Et pour le troisième enseignement, donc à l'école de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, je ne suis pas rémunérée, mais c'est l'association qui reçoit une prestation liée à la journée d'enseignement. Alors à l'université, on ne peut pas payer les associations, c'est pas possible. Donc c'est vrai qu'il y a des patients auraient envie des fois de nous dire, nous, je préférerais presque que vous payiez l'association, mais on n'a pas la case pour le moment. On a certainement encore des statuts à créer et réfléchir à cette question. Chaque fois qu'ils le peuvent, nous, les patients ont un statut d'enseignant vacataire. C'est-à-dire quand ils ont les requis administratifs ils sont enseignants vacataires. Quand ils n'ont pas les requis administratifs, qui sont quand même assez lourds, il faut être salarié quasiment à temps complet par ailleurs, etc. Alors, on a expurgé un vieux statut qui existe au niveau le plus officiel possible, mais il y a eu une décision de l'université, du conseil d'administration de l'université, pour dire que ce statut peut être utilisé par les patients experts qui enseignent dans la faculté. Donc, on a cet arrêté du conseil d'administration. C'est le statut de conférencier invité. Voilà, en dehors quand on ne peut pas avoir le statut d'enseignant vacataire, statut de conférencier invité, et il reste un delta pour lequel on n'a pas de solution aujourd'hui. C'est les patients qui sont en invalidité, touchent des minima sociaux et qui sont déjà au plafond de ce qu'ils peuvent avoir comme revenu. Et donc, là, il faut absolument qu'on crée quelque chose pour eux, qu'il puisse y avoir une petite somme annuelle qui puisse toucher dans ce cadre d'action citoyenne
qui devrait pouvoir être valorisé. Bon, donc pour ce profil de personnes-là, on est en difficulté. Pour les autres, oui. Je voulais juste rajouter quelque chose, c'est que moi je suis dans ce cas-là précis, puisque je perçois une pension d'invalidité et une pension de prévoyance. Mais bien évidemment, ça n'est pas, mon action dans les universités n'est pas liée à la rémunération que je perçois. Je veux dire, quand c'est bénévole, ça me va aussi. Je suis très contente de le faire uniquement par plaisir de transmettre, et voilà, c'est pas du tout. Et je sais que d'autres patients sont dans le même cas que moi. On le fait pas pour gagner de l'argent. Enfin, ça se saurait sinon. Alors, pour deux cas de figure, le premier, à l'Université de Montréal, effectivement, ils sont rémunérés, l'équivalent à peu près $50 de l'heure. C'est plus facile au niveau statut administratif, c'est à peu près l'équivalent de 50 € de l'heure en pouvoir de qualité, en termes de pouvoir d'achat, si on comparait comme ça. Et à peu près, si on regarde en France, moi, dans la majorité des cas où je l'ai vu, c'était bénévole. Ça, dans la majorité des cas, ils n'avaient pas trouvé de solution administrative permettant de le faire. L'enjeu, c'est que c'est surtout de s'engager au moins dans cette direction-là. Moi, ce que je vois, c'est que souvent, on va dire j'ai pas la catégorie et voilà, ok. Donc, c'est un état de fait. Mais comment on fait en sorte pour le trouver, est-ce qu'on le trouve pour d'autres personnes? Notamment, quand on parle après de dire oui, mais le problème, c'est que si on trouve cette catégorie-là, après, qu'est-ce que ça va représenter comme budget? Mais on l'a fait avec 2 ou 3 facs en France sur le sujet. Et puis quand on comparait ce que ça allait coûter pour l'instant, en tout cas pour les patients enseignants, et ce qui actuellement été dépensé pour les acteurs dans d'autres simulations, on se rendait compte que les budgets, on les trouvait pour d'autres types d'acteurs, d'autres types de personnes, mais donc des acteurs, et des budgets colossaux des fois, quand ce que ça demande. Pendant on fait des écosses ou autres, et qu'on fait des patients standardisés ou simulés, on verra demain. Donc ce qui est important, c'est là-dedans de voir à la fois les enjeux administratifs réels dans lesquels il faut s'engager dans la durée, et ça peut être un combat de plusieurs années, mais aussi les représentations qui sont associées, qui fait que j'ai eu la discussion avec un doyen sur ce sujet, c'était de dire oui, mais les acteurs, c'est normal, ils ont une compétence. Ouais, mais les patients formateurs aussi, c'est bien de ça qu'on est en train de discuter ou pas là? Parce que dire, mais donc ils sont auto-entrepreneurs, ils ne sont pas validés par un ordre quelconque. Non, mais c'est eux-mêmes, mais c'est des acteurs, quoi. Ouais, et donc on voyait que la discussion était essentiellement basée plutôt sur des représentations qu'on a tous et toutes. Mais donc, je voulais mettre ce deuxième axe pour dire que souvent, une des barrières, c'est pas que l'administratif, c'est aussi, encore une fois, les inégalités épistémologiques qu'on a dit tout à l'heure. Ouais, puis pour compléter, c'est vrai que la motivation aujourd'hui suffit en fait en soi. C'est tout à fait exact, mais il faut penser à la génération d'après, c'est-à-dire qu'on est dans une démarche de massification. Les premiers qui réussissent à ouvrir la porte et être dans les premiers patients qui interviennent devant ces étudiants, ça suffit en soi comme satisfaction, accomplissement. Mais dès lors que ça va se généraliser, dès lors que toutes les facs vont chercher des patients, etc., la motivation sera certainement plus la même. Donc, c'est pour ça que moi, j'essaye de mettre tout de suite en place des bonnes pratiques pour les générations d'après. Mais c'est tout à fait exact qu'à aujourd'hui, si on demande aux patients, la plupart d'entre eux vont dire voilà, je ressens tellement l'utilité de ça que ça me suffit. Alors, il y avait encore une question dans le chat qui parlait de l'impact sur les enseignants. Ils auraient voulu en savoir un petit peu plus. L'impact sur les enseignants, on faisait le constat récemment avec les enseignants du département de médecine générale à Bobigny qu'ils ont énormément changé leur terminologie, leur manière de s'exprimer. Il y a plein de choses qui ont changé à force d'être en contact avec les patients enseignants, par exemple. Alors, je vais essayer de donner des exemples concrets. Voilà, prise en charge, c'est un terme qui ne se dirait plus du tout dans ce département. On parlerait de prise en soin. Là où on parlait de relation médecin-malade, les patients, ils ont dit mais attendez, vous nous dites que c'est le patient au centre et vous parlez de relation médecin-malade, donc vous mettez le médecin en premier. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Parlez-nous de relation malade-médecin, même si ça heurte nos oreilles parce qu'on n'est pas habitué. Voilà, c'est quelques exemples parmi 1000 de choses qui ont fait réagir aux éléments de discours. Les enseignants enseigner aux étudiants de réfléchir ou d'identifier les motifs de consultation cachés des patients. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est autre enjeu apparu en cours de consultation. Mais la manière dont il formulait ça, c'était motif de consultation cachée. C'est quelque chose qui a dérangé les patients et ils l'ont fait savoir.
Et du coup, alors pas tous les médecins enseignants, mais la plupart d'entre eux ont d'un seul coup réalisé en fait qu'en disant ça, ils faisaient peser un soupçon en fait sur tous les patients, comme s'ils cherchaient délibérément à cacher quelque chose, et ils ont changé leur manière de s'exprimer. Donc, enfin voilà, donc il y a beaucoup de choses qui ont changé au fil du temps de ce qu'ils nous disent. On a des entretiens de recherche en cours autour de ça. Ils adressent aussi dans leurs consultations, parce que c'est quand même aussi des professionnels en activité, ils nous disent qu'ils adressent beaucoup plus leurs propres patients à des associations de malades, alors qu'ils n'avaient pas ces réflexes-là, ou qu'ils convoquent d'autres ressources en santé. C'est-à-dire qu'avant, ça restait très système de santé. Mais aujourd'hui, d'autres ressources en santé qui peuvent être café des aidants, lieu de répit, voilà, qui vont spontanément penser à proposer à leurs propres patients, alors qu'ils ne le faisaient pas avant. Alors, moi, ce que j'ai observé, oui, c'est un changement quand même de pratique. Alors, lors de l'enseignement, c'est certain, ça rejoint un petit peu ce que disait Olivia. Je trouve que le niveau de langage est différent. Je trouve que les enseignants soignants sont beaucoup plus clairs dans leur façon de parler et effectivement font en sorte de faire que le patient est au centre. Donc on part toujours du patient, ce qui est à mon avis très intéressant. Et puis en deuxième lieu, par ricochet, effectivement, le changement de posture des soignants, il est évident parce que là on parle de la formation initiale, je pense des médecins, mais il y a aussi la formation tout au long de la vie et on voit résolument des postures changer. Alors, il y a eu l'ETP. Le TP a fait quand même des émules et a changé les mentalités vis-à-vis du patient et de la façon dont on s'adresse à lui. Moi, j'ai toujours en exemple un chirurgien orthopédique qui s'adressait à mon pied pour me dire comment va-t-il ce pied. Et donc, je répondais que j'allais lui poser la question et que je ramènerais la réponse. Je trouve que, et ça se voit encore ce genre de choses, ça se voit, je ne suis pas si vieille que ça. Mais dans la majorité des cas, je vois la relation que j'ai avec les soignants qui sont autour de moi, et Dieu sait s'il y en a, vraiment, ça change. Enfin, la façon de parler, la façon et puis on comprend, je bégaye beaucoup là, mais ce que je me rends compte aussi, c'est que finalement, les soignants sont en capacité d'apprendre de leurs patients. Ça, c'est hyper important. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Alors moi, j'avais une question, parce qu'on a parlé beaucoup des études médicales. Alors, quid des autres filières ? Aujourd'hui, je ne vais pas faire Nostradamus, mais les structures administratives plus flexibles aidant, beaucoup d'IFSI, d'IFPEC, IFMK, etc., que je vois en France, arrivent plus facilement des fois à intégrer des patients enseignants. En termes de rapidité, je parle, c'est pas forcément une bonne chose, d'ailleurs ça peut prendre du temps, c'est bien l'inertie de temps en temps. C'est pas qu'un enjeu, c'est pas qu'une barrière, donc des fois ça prend le temps de maturer, d'expérimenter des choses, et puis c'est bien d'avoir qu'une ou deux expérimentations à faire, puis d'avoir le temps d'apprendre de celles-ci avant de déployer et faire, comme on nous a demandé à un moment, de dire est-ce que ça serait possible de former 400 patients formateurs par fac pour faire tous les écosses de France ? Et on a fait, pas sûr que si on l'a jamais fait une seule fois ou pendant quelques années qu'on a mangé nos croûtes, que là on soit prêt à faire d'un coup ce genre de choses. Donc il y a quelque chose de... ce que j'observe, c'est qu'effectivement plusieurs d'entre eux, en tout cas nous sollicitent souvent en disant nous on a la possibilité on peut les rémunérer, on est capable même d'avoir un coordonnateur patient de l'enseignement des patients à l'intérieur et on peut faire ça. Et puis il y a aussi la logique de marché. Il y en a qui sont privés, qui disent nous c'est un avantage concurrentiel, donc on est prêt à mettre des ressources pour y aller là-dedans. Et c'est une autre dimension à prendre en compte, mais elle joue. C'est-à-dire que s'il y a un ou deux dirigeants de ces établissements-là, des fois qui disent moi ça fait sens dans ma vie, dans mon parcours de professionnel et autres, et je pense que c'est un axe important, il a la configuration organisationnelle lui permettant d'orienter les ressources et l'attention et de valoriser les comportements des enseignants de manière plus unilatérale que dans une faculté où il y a beaucoup plus d'acteurs, d'enjeux, d'inertie de certaines choses. Donc, pour moi, les autres formations actuellement, elles ont certains avantages du fait de ne pas avoir été autant sédimentées institutionnellement et donc de pouvoir se permettre d'innover dans les pratiques des fois de manière plus facile. Comme je dis, je ne sais pas si c'est toujours un avantage, ça peut être aussi un enjeu, voire un problème, parce que si on n'a pas eu le temps d'expérimenter ces pratiques-là, on peut faire davantage d'instrumentalisation des patients formateurs pour justement des raisons de positionnement, d'image, etc., que de le faire réellement.
Mais personnellement, aujourd'hui, et là je me base que de mon prisme, je vois davantage d'intérêt, de pratique et d'engagement pour le partenariat dans l'usager dans autre part que dans les facultés de médecine qu'à l'intérieur des facultés de médecine. Si je prends en proportion et en écho, la puissance de l'écho. Donc moi, c'est souvent plus des IFSI, des IFPEC ou des IFMK qui répondent à ce genre de sollicitation. Voilà, donc on voit bien que les enjeux qui ont été soulevés sont colossaux. Je me demande dans quel paradis quel paradis vous avez pu construire. Olivia, tu as dit tout à l'heure, c'est une révolution copernicienne, et pourtant, tu as rajouté tout de suite après, les choses finalement deviennent assez simples. Alors, ce sera la dernière question, parce qu'on nous a fait savoir qu'il fallait qu'on rende l'antenne, comme on dit, quelquefois. Ce serait quoi, en 2 mots, ce que quelquefois on appelle en philosophie les conditions de possibilité d'une telle réussite, ou ce qu'on appelle d'une autre manière au Québec, mais ça rejoint la même chose, les conditions gagnantes. 2 mots chacun, pour conclure. J'essaye, mais on n'a pas beaucoup. Alors, il y a quelque chose de très personne dépendant, il ne faut pas se le cacher. Moi, personnellement, j'ai l'impression que dans ce qui était faisable, c'est parce qu'il y a eu un doyen, des enseignants, des patients, des acteurs engagés qui ont fait en sorte que ça fonctionne. Donc je ne pense pas qu'on puisse modéliser ça de manière formelle et l'appliquer comme une recette à droite à gauche. C'est une constante dans toutes nos initiatives humaines. Mais de ce fait-là, malgré le fait que, par exemple, aujourd'hui, on a par exemple pour la HAS une recommandation qu'on a bientôt pour la conférence des doyens, la recommandation d'en avoir. Si un doyen, si un vice-doyen, si certains assesseurs ne veulent pas aller dans cette direction-là, ça n'ira pas dans cette direction-là. Donc le premier, c'est d'avoir un alignement aussi de personnes sensibles à ces enjeux et qui en voient l'importance non pas comme désirabilité sociale, mais comme réel levier de développement des compétences des professionnels de santé. Et le deuxième, si ce n'est pas ces compétences-là aussi, c'est, je pense, des personnes qui sont ancrées dans une perspective vraiment systémique ou écosystémique ou communautaire au sens large, c'est-à-dire que dont la finalité n'est pas ce qui va se passer à l'intérieur de la faculté de médecine, mais de le réancrer dans une logique beaucoup plus collective, et de ce fait-là, de ne pas avoir peur de questionner la délégation du pouvoir de ce qui se fait à la faculté de médecine, et donc d'élargir sa gouvernance, pas que très formelle, mais aussi dans quelle direction on va, c'est déterminé par une communauté de pratique, de gens, qui inclut des gens de l'extérieur, et qu'on accepte que c'est de là que vient la légitimité, et qu'après on opérationnalise à partir de ça, mais qu'en fait, elle ne vient pas de l'intérieur de la faculté de médecine, la légitimité de ce qui s'y fait. Un complément de réponse, Olivia? Le mot de la fin? Oui, je pense que les recherches aussi, en complément, les recherches qu'on a pu faire autour de ces programmes, ça a été très facilitateur aussi, parce que ça rend visible en fait ce qui est fait, et du coup on peut rentrer dans une pédagogie explicite, et c'est vraiment aussi bien vis-à-vis de la communauté des médecins enseignants que devant les étudiants qui comprennent du coup le sens de ce qui se passe, et voilà, nous on a pu caractériser justement ce que les patients enseignaient par exemple, et vraiment, voilà, c'est ça. Du coup, oui, c'est ça, être très explicite, très clair, et montrer ce que ça pouvait apporter et en quoi ça s'articulait avec les attendus de cette formation, ou en quoi éventuellement ça complétait certains impensés, pour reprendre un terme. Voilà. En tout cas, les recherches, je pense que ça a été utile. Et en tout cas, dans cette phase-là, où encore, voilà, il y a beaucoup de choses à connaître, et où on est encore dans une innovation pédagogique. Mais le vrai mot de la fin, c'est pour Nathalie, comme il se doit. Merci. Moi, de mon point de vue, je crois que l'ETP a fait énormément pour que justement les patients interviennent davantage dans les universités. Et je suis persuadée que, en dehors du bienfait pédagogique, enfin, sur les enseignements, je suis persuadée que ça fait du bien aux patients aussi. Ça les sort de leur isolement, ça leur donne une position sociale, une action dans la société. Et je pense que j'espère que ça va émailler sur tout le territoire et partout dans le monde. Bien, merci à tous les trois, vraiment beaucoup. Merci à chacun, à chacune de votre participation, de vos questions, de vos enrichissements. Et donc, on va terminer là cette première table ronde de l'après-midi. Merci beaucoup. Merci à tous.